Merci beaucoup. Bonjour amis téléspectateurs de Harmonie TV, bienvenue dans cet entretien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Fatou Souare Anne. Elle est donc la directrice de Wafrica et elle est activiste genre et développement. Madame Fatou Souare Anne, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir dans cet entretien sur Harmonie TV. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez déjà nous parler un peu de vos débuts déjà dans l'activisme? Vous êtes une femme qui œuvrait pour le développement, pour les femmes surtout en Afrique. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur vos débuts en tant que femme activiste? Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que mon activisme n'a pas commencé nécessairement dans l'activisme pour les femmes. J'ai commencé mon activisme presque de manière estudiantine au lycée. Il faut savoir que j'ai étudié en fait, je suis née, j'ai grandi et fait mon premier cycle universitaire en France. Et donc, comme peut-être vous le savez ou pas, très tôt en France, quand on est au lycée, on va à des manifestations, on se plaint de tout et de rien. Mais en tout cas, on apprend à être actifs, des citoyens actifs qui savent demander ou revendiquer leurs droits, pour ainsi dire. Donc mon activisme a commencé au niveau estudiantin, comme je disais. Et après, bizarrement, quand j'ai fini l'université, maintenant aux États-Unis, au deuxième cycle universitaire, je me suis retrouvée dans un milieu des ONG internationales, donc organisations non gouvernementales. Et dans ce cadre, j'ai fait un activisme qu'on appelait à l'époque global sur la justice environnementale. Donc je suis une environnementaliste de cœur aussi. Et je me suis déplacée finalement vers l'Afrique parce que j'avais vraiment depuis très longtemps l'objectif de rentrer en Afrique et de contribuer au développement de mon continent et à la protection de mon continent. Donc je suis rentrée en Afrique par le Sénégal. Et quand je suis venue au Sénégal, d'abord, je me suis retrouvée à travailler pour des campagnes de justice sociale, économique et sociale, avant de rentrer finalement en Guinée, mon pays d'origine, où là, je me suis engagée beaucoup plus dans l'activisme pour la protection, pour le bien-être des femmes. Alors, je l'ai fait de manière professionnelle, mais avant, c'est vrai, de manière militante. Donc, tout ce parcours où je travaillais professionnellement sur des campagnes de justice environnementale, sociale, etc. Pour ainsi dire, dans l'ombre, ou au moins de manière tout simplement engagée, j'ai toujours œuvré, travaillé pour aussi les femmes, et particulièrement pour les femmes africaines. Donc, quand j'étais aux États-Unis, par exemple, une ONG a pris naissance devant moi, une ONG qui s'appelle WAFRICA, Women of Africa, Femmes d'Afrique, qui avait été créée à l'époque par des sœurs africaines du continent. Et quand je dis africaines, elles avaient des origines de plusieurs pays, dont le mien, la Guinée. Et du coup, je me suis joint à l'initiative, pour ainsi dire, et j'ai contribué à l'époque au travail qu'elle faisait pour les femmes africaines. Et aujourd'hui, vous êtes directrice donc de cette ONG qui est née devant vous. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette ONG maintenant, de ses axes d'intervention surtout? Alors, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, ça fait très longtemps, il faut préciser que moi, je suis directrice de l'ONG en Guinée. Donc, WAFRICA a eu une existence aux États-Unis, elle est venue s'installer en Guinée, donc en Afrique, sur le continent mère. Et quand elle est venue, elle a continué de travailler sur des questions et problématiques de femmes. Et malheureusement, elle a eu à se pencher beaucoup sur ce qu'on appelle les violences basées sur le genre, qui sont ce que j'appelle un fléau en fait, dans nos communautés, dans nos sociétés, dans nos pays africains en ce moment. Le statut de la femme, alors attention, ce n'est pas que en Afrique, mais en Afrique c'est particulièrement prononcé pour moi en termes des violences et du niveau de violence en fait. Donc disons qu'aujourd'hui WAFRICA, pas par choix, parce qu'au début quand WAFRICA arrivait en Afrique, c'était plus pour travailler sur ce qu'on appelle le empowerment, le bien-être socio-économique, social, etc.
pas tant sur les violences, mais on est, pour ainsi dire, tombé dans la soupe des violences basées sur le genre, parce que quand on est une ONG féminine, dans nos contextes, on finit forcément de travailler sur ces problématiques. Donc aujourd'hui, Wafrika, c'est une ONG qui travaille d'une part sur les questions, c'est vrai, de violence, mais aussi d'autre part, et de plus en plus, sur les questions d'amélioration du pouvoir d'agir des femmes, par l'éducation, par la formation, etc. On a pas mal de programmes d'appui à la résilience économique aussi des femmes et parfois même des communautés plus largement, parce que les femmes en fait sont au cœur des communautés, mais quand vous touchez les femmes, vous touchez toute la communauté finalement. Voilà. Donc Wafrika aujourd'hui c'est ça, c'est ces deux choses, c'est les violences, c'est aussi l'empowerment des femmes. Et Wafrika est à deux niveaux. Dans son mode opératoire, il est beaucoup basé sur les droits humains et le féminisme. Et donc le combat contre le patriarcat. Donc ce faisant, il faut savoir que Wafrika travaille à un niveau de plaidoyer, donc dans les cercles de décision, pour essayer de changer les choses, d'améliorer les politiques, d'améliorer les cadres juridiques, normatifs, etc. Mais aussi sur le terrain beaucoup. Wafrika a toujours tenu, en tout cas à travers mon leadership, à continuer de travailler avec les communautés au niveau, comment dire, vraiment quartier, dans les milieux urbains, au niveau village, dans les milieux ruraux, pour ne pas perdre en fait cette compréhension des vraies problématiques des femmes. Alors aujourd'hui, ce contact que vous avez avec peut-être les femmes, que ce soit dans les milieux ruraux ou les milieux urbains en Afrique, en Guinée particulièrement, qu'est-ce que ça vous renseigne quand vous faites peut-être un regard, quand vous jetez un regard sur ça? Alors, ça me dit qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais que l'espoir est permis, parce qu'on voit de plus en plus de familles qui ont compris qu'il faut scolariser les jeunes filles, la petite fille d'abord. Les taux de scolarisation ont vraiment augmenté, mais où on voit que le bas blesse, c'est le maintien justement des filles à l'école. Vous avez au primaire des classes assez paritaires, où il y a presque autant de filles que de garçons. Vous arrivez au collège, moins de filles. Au lycée, ça diminue encore. À l'université, elles ont été mariées, la vie les a rattrapées, etc. Et elles n'y sont plus. Et souvent aussi, j'ai envie de dire, les systèmes scolaires, universitaires ne les ont pas nécessairement nourries et encouragées à rester. Parce que même dans les systèmes scolaires, aujourd'hui, on a des violences basées sur le genre. On a des violences, on a du harcèlement, on a des violences sexuelles, on a du harcèlement. On parle des notes sexuellement transmissibles et d'autres phénomènes auxquels les filles sont tellement exposées jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, c'est... Quand on regarde aujourd'hui pour les jeunes filles, on se dit qu'il faut continuer le combat, qu'il y a eu quelques avancées, mais il faut pousser. On a beaucoup de jeunes filles qui sont de plus en plus activistes, qui se rendent compte de leurs droits, qui deviennent plus, qui gagnent en confiance, qui occupent l'espace, qui se battent pour réussir. Il y a aussi un gros travail à faire sur les jeunes garçons. Je dis souvent que les papas ont commencé d'éduquer leurs filles en leur donnant les mêmes chances que les garçons, mais ils ont oublié d'éduquer les garçons à vivre avec ces filles qui sont maintenant plus en confiance, qui vont aller travailler, qui n'ont pas nécessairement les dispositions de suivre le modèle de la maman, voilà, qui était femme au foyer et beaucoup plus encline à tout gérer, l'intérieur et l'extérieur de la maison. Au niveau des femmes, je vois des femmes qui sont tellement résilientes, tellement résilientes. Tellement résilientes parce qu'elles tiennent pour beaucoup les familles. Vous avez entendu parler du phénomène qu'on a appelé les ajustements structurels en Afrique. En Guinée, ça a frappé comme partout de plein fouet et en fait, ça a envoyé beaucoup d'hommes dans l'incapacité de s'occuper ou de répondre aux besoins des familles. Et donc, beaucoup de femmes ont pris les devants en s'insérant dans des dynamiques de commerce et d'emploi, souvent informels, malheureusement, pour aider les familles justement à tenir. Donc, on a des femmes très actives à tous les niveaux et très résilientes. Alors, dans les programmes que vous menez justement pour le combat pour les femmes, quels sont souvent peut-être les défis
auxquels vous êtes confrontés, s'il y a des obstacles peut-être qui vous empêchent vraiment d'atteindre en tout cas les objectifs que vous fixez? Alors, les défis sont nombreux. Le premier, comme je le disais, c'est cette exposition à la violence. La violence, elle n'est pas que physique. Elle peut être morale, verbale, psychologique, etc. On ne se rend pas compte le poids et la pression dont les femmes sont victimes dans nos communautés et nos sociétés. La deuxième chose, c'est, nous on parle beaucoup de genre maintenant en fait, c'est vraiment les rapports sociaux. Rapports qui sont très déséquilibrés à tous les niveaux, que ce soit professionnel, que ce soit domestique, au niveau de la maison. Je veux dire, on sait très bien qu'aujourd'hui, malheureusement, dans les familles, les jeunes filles sont beaucoup plus sollicitées pour les tâches ménagères. Quand elles reviennent de l'école, c'est pas juste s'occuper de leurs devoirs, excepté bien sûr dans certaines familles de classe moyenne qui ont des aides, etc. Mais sinon, c'est de manière très déséquilibrée. Beaucoup de charges sont remises sur la jeune fille, plus tard sur la femme. Et la femme, souvent, a un triple emploi, en fait. Pendant que les hommes se lèvent le matin pour aller au travail, les femmes se lèvent le matin pour s'occuper d'une maison et après aller au travail. Et quand elles reviennent, elles s'occupent encore d'une maison, avant de pouvoir aller se coucher. Pendant que les hommes rentrent, soit attendre le dîner, ou bien aller se promener pour profiter de certains loisirs. Donc voilà, c'est vraiment cette double, triple charge, on appelle ça la double journée dans nos jargons, de la femme qui pèse beaucoup sur elle et dont la société ne fait même pas état ou cas presque. C'est tellement institutionnalisé, c'est tellement normal. Alors, et donc on n'a pas vu ce déséquilibre de... Avant, les femmes ne faisaient que ça, elles étaient à la maison. Très bien, les hommes sortaient, travaillaient, cherchaient. Sauf que maintenant, on fait les deux. On travaille autant que les hommes, voire plus, et en plus, on travaille encore à la maison. Alors ça, peut-être, c'est aussi lié à des pesanteurs sociaux. Disons, par exemple, en Afrique, si on fait peut-être cette remarque sur la constitution même de nos sociétés, en tant que femme, c'est vrai que vous avez voyagé, mais vous êtes quand même originaire de la Guinée. Vous, en tant que femme, comment vous faites pour justement gérer cette situation avec ces pesanteurs sociales-là? Eh bien, on essaye de sensibiliser. On essaye de toucher. En fait, moi, personnellement, j'essaye d'ouvrir les gens au constat d'abord, qu'ils se rendent compte. Parce que je vous dis, c'est tellement institutionnalisé que les gens ne se rendent même pas compte. Donc, quand vous formez un peu les gens sur justement les principes de genre, ce que le genre dit, et on parle même pas, quand on parle du genre, on parle d'abord d'expliquer la situation. D'expliquer la situation par laquelle, quand on est jeune fille et quand on est jeune garçon, on est déjà, comment dire, pas prédisposé, pardon. Il y a des attentes sociales qui font que nos voies sont tracées, en fait. Et sont tracées, malheureusement, de manière déséquilibrée, avec beaucoup de violence qui s'insèrent et de discrimination, malheureusement, pour les femmes et les jeunes filles, qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas forcément parler d'égalité des chances. On ne peut pas forcément parler d'égalité des opportunités, dans l'accès aux opportunités. Donc, c'est toutes ces choses sur lesquelles on essaye d'ouvrir les yeux à la société. On essaye d'accompagner un peu les uns et les autres à comprendre et à revoir et réinterroger ces fameuses pesanteurs socioculturelles. Je le dis souvent, le social change. Le social change. Aujourd'hui, en Afrique, les gens n'ont pas de problème à porter des jeans. Les gens n'ont pas de problème à s'habiller de manière occidentale. Les gens n'ont pas de problème à adopter des comportements occidentaux. Mais quand il s'agit du rééquilibrage des relations entre l'homme et la femme, là, ça devient, non, attention, notre chasse gardée, nos traditions, nos coutumes, nos ceci, nos cela. On ne veut pas rejeter nos coutumes. On est foncièrement africain, on aime nos coutumes, on les apprécie. Mais on demande aujourd'hui, dans une société, dans un monde globalisé, changeant, où le capitalisme est venu s'insérer, de créer des équilibres qui vont faire que les femmes soient épanouies autant que les hommes. Et l'épanouissement de la femme, ça veut dire l'épanouissement des enfants et de la société pour nous. Alors vous, à partir de votre expérience peut-être d'activiste, mais aussi de leader d'ONG, aujourd'hui, s'il y a peut-être des points sur lesquels il faut surtout appuyer
pour que le combat pour la femme puisse vraiment s'améliorer, quels sont peut-être les points que vous allez prioriser concernant peut-être les choix que les autorités, que les leaders politiques ou en tout cas les communautés devraient prendre? Quels sont les points qui vous semblent plus importants pour faire avancer le combat pour la femme? Moi, si on me demande, c'est l'éducation. C'est l'éducation à tous les niveaux et de toutes les couches sociales. C'est-à-dire, c'est pas seulement dire on envoie les filles à l'école. On envoie les filles à l'école, on éduque les jeunes garçons sur le traitement de la jeune fille, de la femme. On éduque les parents, on éduque tout le monde. Et on fait une éducation qui n'est pas seulement envoyer les enfants à l'école. Pour moi, l'éducation, c'est pas seulement l'école. C'est la famille, c'est la société, c'est tout. Avant, on disait c'est un village qui éduque un enfant. Aujourd'hui, chacun est chez soi. Chacun fait un peu, j'ai envie de dire, ce qu'il veut et attend parfois que l'école fasse tout quand on réussit à envoyer les enfants à l'école. D'ailleurs, on se bat tellement pour envoyer les enfants à l'école qu'on se dit que l'école va tout faire maintenant. Pendant que non, il y a un gros travail encore à faire à la maison. Donc pour moi, c'est l'éducation. C'est là où ça commence et c'est là où ça va finir. Alors donc c'est sur l'éducation, mais tantôt vous parliez du fait qu'il y a une sérieuse problématique sur le maintien des filles à l'école. Est-ce que vous avez des réflexions ou des programmes sur ce sens? Oui, bien sûr. Déjà, on appuie on a eu à faire des programmes d'école et après, on s'est rendu compte que, vous savez, l'école et l'éducation est un rôle régalien de l'État. Vous avez beau être dans 2-3 écoles, c'est une goutte d'eau dans la mer. Donc, il faut une responsabilité donc beaucoup plus... Il faut une responsabilité au niveau étatique. Et donc, pour qu'il y ait une prise de responsabilité au niveau étatique, il faut faire ce que les ONG savent faire, c'est-à-dire plus du plaidoyer. Et aller au niveau étatique et vraiment insister sur ce qu'on veut. Des programmes genrés, des enseignants qui soient prêts à accueillir ces jeunes filles, qui soient prêts à les accompagner pour qu'elles aient, et les jeunes filles et les jeunes garçons. Je ne fais pas de différence dans ça en fait, mais je veux dire qu'aujourd'hui il y a une discrimination, une différence. Et l'équilibre doit être établi en fait. Donc ce n'est pas qu'ils vont mieux ou différemment traiter les jeunes filles, c'est qu'ils vont traiter tout le monde pareil. Et pour l'instant, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc déjà, peut-être de la formation et aussi que nos États mettent les moyens. Parce qu'il y a des moyens à mettre supplémentaires d'investissement dans l'éducation pour s'assurer d'avoir une éducation qu'on appelle genrée, équitable. Alors, tantôt vous aviez dit, parlant justement des combats pour la femme, que l'espoir est permis. Est-ce que les résultats que vous avez actuellement confirment cette hypothèse? Est-ce que vous êtes toujours optimiste quand vous regardez les résultats que vous avez par rapport au combat que vous avez déjà mené? Oui, on ne peut qu'être optimiste. On ne peut qu'être optimiste. C'est vrai que parfois, on a des revers de médailles ou bien on fait quelques pas en arrière pendant qu'on pensait avoir vraiment avancé sur certaines questions. Mais de manière générale, je pense qu'aujourd'hui, si on est patient, au moins celles qui sont plus nombreuses qu'avant, qui ont réussi à passer le cap du primaire ou même à finir seulement le primaire, sont beaucoup plus nombreuses. Et donc, avec le temps, ça va opérer ce changement social et sociétal qu'on recherche. Moi, je pense que quand je dis éducation, en plus, je dis formelle, c'est vrai, mais aussi autre. Mais je dis qu'elle n'a pas nécessairement besoin d'être poussée pour tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin de faire des grandes études, d'aller à l'université, même au lycée. Mais beaucoup de nos femmes aujourd'hui qui sont très actives dans nos économies informelles, qui font du commerce, qui font de la vente, qui sont propriétaires de salons de coiffure ou même qui ont réussi dans la couture aussi avancer, qui sont commerciales. Bref, beaucoup de nos femmes qui sont dans ces économies informelles, si elles avaient eu la chance d'étudier, ne serait-ce qu'en 5e année, s'en sortiraient beaucoup plus dans l'accès au financement, dans le réseautage, dans le marketing, dans beaucoup de compétences finalement qui sont nécessaires pour les activités qu'elles mènent. Donc je pense que déjà le fait qu'on ait réussi à scolariser beaucoup, au fur et à mesure, nos sociétés vont se transformer. Et ces femmes aussi qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école comprennent de plus en plus qu'elles doivent par contre aider leurs jeunes filles à aller à l'école. Et donc il y a cet effet domino qu'on espère aussi voir se passer et c'est là que l'optimisme est. Alors on est bientôt au terme de cette émission, mais on ne peut pas finir sans vous demander peut-être votre message pour l'Afrique de façon générale, mais pour les dirigeants, mais pour les femmes surtout. Alors, pour l'Afrique, c'est de dire que
la majorité des pays africains ont une population majoritairement, même si c'est d'un peu, féminine. Vous allez dans mon pays en Guinée, c'est 52% de femmes, 48% d'hommes. Vous allez dans d'autres pays, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que la majorité des pays africains ont un peu plus de femmes que d'hommes. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer faire avancer une machine sans la moitié de ses composantes. Et quand on veut discriminer contre les femmes, ne pas donner l'espace qui leur est dû aux femmes, c'est ce qu'on fait. Moi, je le dis souvent, les hommes dirigent nos pays. Et on voit ce qu'est, pas seulement l'Afrique, mais le monde. Et je pense que si on nous donnait une chance, donc au niveau de la participation politique, au niveau économique, au niveau social, à tous les niveaux, si on nous donnait une chance de prendre cet espace, et ça a été prouvé par des études ont même dit que ne serait-ce que l'Afrique de l'Ouest perdait des milliards de dollars par an parce que les femmes n'étaient pas incluses dans nos économies de la bonne manière, donc, ou qu'elles étaient exclues. Donc, je pense que le message que j'ai envie de passer à l'Afrique, c'est que l'Afrique dont on rêve là, l'Afrique de demain là, on ne la fera pas si on ne revoit pas le traitement différencié, discriminatoire des femmes dans nos pays. Si on n'accepte pas qu'elles viennent et de leur donner toutes les chances, égalité des chances, égalité des opportunités, etc., leur donner toutes les chances de participer au développement de nos pays. On est des parties prenantes comme les hommes le sont. Et on a un amour pour notre pays et pour notre continent qui est le même que les hommes. Donc pourquoi ne pas nous laisser participer? Donc c'est le message que je passe. Laissez-nous participer, tout comme vous le faites. Et peut-être que même notre participation pourrait être meilleure que ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. Alors, et le message pour les femmes, que doivent-elles faire maintenant à leur niveau? Alors les femmes, je dirais aux femmes de prendre confiance en elles et de savoir qu'elles sont la solution. Et de savoir qu'elles sont la solution. Merci beaucoup. Merci également à vous, amis téléspectateurs de Amani TV. C'est la fin de cet entretien qu'on a eu avec Madame Fatou Souare Anne. C'était un plaisir de parler de genre, développement, mais aussi de parler de la femme en Afrique. On vous donne rendez-vous à très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Thank you.